Bonjour à tous, bienvenue, c'est 9h50 le matin, Bretagne, pour une émission spéciale en direct de l'île de Groix en partenariat avec France Bleu. Bonjour Jérôme. Bonjour Laurence, bonjour à toutes et à tous. Et notre premier invité, on l'a vu, c'est le soleil, eh oui. Oui, c'est vrai qu'il fait beau. On est dans un superbe cadre, on est sur l'île de Groix, on est à peu près à 1 heure de bateau de Lorient, d'ailleurs le ferry vient de repartir. Groix, 2370 habitants, 17,7 soyons précis kilomètres carrés. Alors pourquoi nous sommes là ? Eh bien parce que pendant 3 jours, aujourd'hui, samedi et dimanche, va se dérouler ici la 7e édition du festival Les Insulaires. C'est un festival qui est dédié aux îles du Ponant. Elles sont 15 réparties de Chauzet, qui est la plus au nord, jusqu'à Aix, qui est en Charente-Maritime. Il va y avoir des rencontres, il va y avoir des débats, il va y avoir de la musique. Et nous, on vous a concocté un beau programme, Laurence. À commencer par le conteur groisillon Lucien Gouron, que nous retrouverons en compagnie de Christine Zazial, votre collègue de France Bleu. Il y aura aussi des lives avec Clarisse Lavanant et Dan Arbraz, ou bien encore Daniel Masson, le maire de Le Molène, et sa femme Christine Ouessantine, des mariés insulaires qui nous raconteront leur belle histoire. Ah, vous chantez bien. Et si tout se passe bien, on ira faire un petit tour sur l'eau, on ira faire de la godille, on va godiller. Ah oui, vous aimez le risque, vous ? On va essayer. On recevra également dans quelques petites minutes Jean-Benoît Bévin, c'est l'organisateur de ce festival, Les Insulaires. Et puis comme on est un peu gourmand, un tout petit peu. On va parler cuisine. Forcément, nous nous intéresserons à la biscuiterie locale Dudy Braise en compagnie de Frédéric Le Goff et de ses délicieux gâteaux bretons au blé noir. Et sans gluten, ça va faire plaisir à certains et certaines. C'est parti ? Oui, pas tout de suite. Attendez, il y a encore Franck Moisan. Qui est le chef du 180 degrés, le restaurant de l'hôtel Castel Clara à Belle-Île. Voilà, comme ça on fera un petit tour des îles et puis c'est pas aujourd'hui qu'on va commencer notre régime. C'est ce que j'allais vous dire. Heureusement que j'ai pas prévu de faire un régime dès aujourd'hui. On va attendre un petit peu. Allez, on va se faire plaisir aujourd'hui. Ça, c'est l'objectif de cette émission. Et on va tout de suite retrouver Christine Zazial. France Bleu et France 3 Bretagne en direct de l'île de Groix. Merci beaucoup. Oui, alors je ne suis pas seule, bien au contraire, entourée, comme vous l'aurez compris, à la fois par l'ambiance chaleureuse de cette journée et par un public qui est venu assister à cette émission, qui est venu aussi découvrir les richesses de Groix. Nous sommes finalement chez les Grecs, c'est le surnom et c'est ce que m'a dit Lucien Gouron, qui est un conteur que plus personne ne peut contester ici, d'ailleurs qui chercherait à le faire. Bonjour Lucien. Bonjour. Merci d'être là, c'est un drôle de surnom quand même, grec. Pourquoi est-ce qu'on appelle les groisillons les Grecs ? À cause d'une cafetière qu'ils avaient à bord de leur bateau et qui est un vieil instrument qu'on trouvait dans la Grèce antique. Ah d'accord. Et les gens buvaient beaucoup de café à Groix autrefois. Ils buvaient pas que du café, ils buvaient aussi un peu de vin, mais je ils me buvaient doute. du café. Ouais. Au point d'être les champions, c'est ça. Champions du monde. Champions du monde de consommation. 17 kilos par an et par personne. Alors j'aurais dû me prendre autre chose qu'un petit thé, mais bon, on ne se refait pas. Ce sont toutes les histoires de Groix que vous connaissez, que vous avez collectées, et vous m'avez promis de me raconter le parcours justement d'un groisillon qui n'était pas comme les autres. Et c'est ce que vous allez proposer tout au long de cette émission d'ailleurs. Tout à fait, oui. C'était un homme qui avait passé toute sa vie à pêcher. Et à partir du moment où il a pris sa retraite, il a décidé de ne plus aller jamais en mer. Mais il passait sa vie à regarder la mer, à vivre avec elle en symbiose. Chaque fois qu'il descendait sur le rivage, et il voyait la mer monter, lui il reculait. Quand la mer descendait, il avançait. Voilà. On le voyait souvent sur la falaise, là, en haut, avec son béret tiré au ras des yeux, son regard qui filtrait par-dessous. Il repérait du premier coup le moindre banc de poisson qui passait là dans les courreaux. Alors il portait 4 doigts dans sa bouche et il donnait un coup de sifflet pour avertir les pêcheurs de prendre les barques parce que la cueillette allait être vraiment féconde, quoi. On dit que sur la peau luisante de la mer, il aurait pu distinguer un fétu de paille en train de jouer dans les houles et le suivre pendant des heures et des heures sans cligner de l'œil une seule fois. C'est pour ça qu'on l'avait appelé œil de mer. Œil de mer. Et aucune épave n'arrivait à la côte sans qu'il se trouvait exactement à l'endroit où il arrivait. Par exemple, un jour, il découvre une barrique de rhum. Oui, pleine, parce que si elle était vide, je vous en parlerai pas, bien sûr. Moi, je connais beaucoup de gens qui, moi-même le premier, auraient fermé leur clapet, pour profiter de l'aubaine. Lui, il a donné ses coups de sifflet. Les gens sont arrivés, ils sont mis directement au cul de la barrique. Ils l'ont léché jusqu'à user le bois de la barrique. Et lui, quand il a vu ça, il est parti en grommelant, en bougonnant. Personne ne comprenait rien à œil de mer, mais peut-être qu'il n'y avait rien à comprendre non plus. Alors c'est ce qu'on verra dans la suite de cette histoire, parce que c'est une histoire à épisode. La suite d'œil de mer, un peu plus tard dans l'émission. Pour l'instant, le chef d'orchestre de ce festival des Insulaires, avec Jérôme Le Breton, on les rejoint tout de suite.
Merci beaucoup Christine. Lucien Gouron dit Lulu Gouron. Hein. Jean-Benoît Bévin, bonjour. Bienvenue, organisateur donc, de ce festival, 7e édition. C'est quoi l'idée au départ, Jean-Benoît, de ce festival? C'est parti de quoi? C'est parti d'une idée toute simple. C'était en fait l'idée de réunir chaque année les habitants des îles du Ponant, puisque donc il y a 15 îles qui sont disséminées tout autour sur la façade de la Manche et de l'Atlantique. Et donc c'était leur permettre, à travers le festival, de se rencontrer tout simplement, pour faire la fête, pour échanger, débattre, réfléchir à l'avenir des îles. Donc voilà, c'était une idée très très simple en fait au départ. Ouais, on les a évoqués, ces 15 îles, la majorité sont bretonnes. Hein. Grande majorité bretonne, Ouais. je pense à 95%. Particularité de ces îles, justement, c'est qu'elles n'ont pas de pont. Hein. Celles qui ont Alors un pont voilà, ne sont pas elles concernées. ne sont pas raccordées au continent par un pont, donc Noirmoutier n'en fait pas partie, Oléron ou Ré par exemple n'en font pas partie non plus. Les problématiques, on les a évoquées justement aussi, elles se retrouvent, ces îles, autour de problématiques qui sont déjà le transport. Je parlais du ferry en début d'émission. Voilà, c'est ce lien qui fait entre le continent et les îles, ce bateau, et c'est important. On salue d'ailleurs la compagnie Ouais, Océane. Oui, tout à fait. La particularité, c'est ça, c'est de vivre sur un caillou entouré d'eau. Donc effectivement, il y a des problématiques communes à ces territoires. L'emploi, l'économie, il y a un surcoût. Il faut prendre le bateau, il faut faire passer les marchandises sur le bateau, donc forcément il y a un surcoût. L'éducation, comment on fait pour maintenir des classes ouvertes sur des territoires tout petits avec des fois 2, 3, 4 élèves. Il y a un collège qui a été créé, le collège des îles du Ponant, où là ce sont les professeurs qui se baladent, qui vont d'île en île pour donner les cours. Il y a la santé qui est un thème qu'on va aborder. C'est un des thèmes principaux de ce festival. On organise des débats pendant le festival, donc cette année c'est la santé et la culture. Ça c'est aussi important, c'est comment on fait pour que les îles soient des territoires attirants à l'année. Et donc il faut aussi développer une offre culturelle, ce qui n'est pas simple parce qu'encore une fois, il y a un surcoût, il y a un manque d'équipement. Donc voilà, c'est des thématiques qui sont communes à l'ensemble des îles et c'est toujours très intéressant d'en débattre avec les insulaires. On évoquait la santé, on s'en rend pas forcément compte, mais si on a besoin d'un rendez-vous par exemple, chez un spécialiste par exemple, pour aller sur le continent, faut partir la veille, il faut réserver un hôtel, il faut regarder les horaires de bateau. Quand la mer est bonne, souvent elle est bonne en Bretagne, il n'y a pas de souci, mais quand même. Et puis revenir. Donc voilà, ça complexifie toute cette organisation-là. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que pour un rendez-vous, parfois, il faut passer 2 nuits sur le continent. Donc voilà, avec là encore, il faut se payer une nuit d'hôtel et puis ça prend un temps incroyable. Donc du coup, l'idée, c'est de rendre accessible la santé, les soins médicaux aux personnes insulaires. Le but du jeu, il y a un concept qui s'appelle la continuité territoriale. Donc c'est de faire en sorte que les habitants des îles aient accès exactement aux mêmes services que n'importe quel continentaux. On a parlé de la culture et on va parler de musique également. Voilà, la revue très belle revue. Île également, magnifique revue. Merci. Revue photographique. L'idée, parce que je sais qu'il est un petit peu timide Jean-Benoît et on se connaît bien, donc c'est que il se passe pas des choses uniquement l'été sur les îles, mais toute l'année. Jean-Benoît les connaît bien parce qu'il y va toute l'année. Et donc l'idée, Jean-Benoît, de cette revue Île, c'était de porter un regard sur les habitants à l'année et de raconter des histoires et des belles histoires. On va en choisir quelques-unes parce qu'on pourra pas toutes les raconter. Je pense par exemple à l'équipe de foot de l'Île-Dieu. Oui, ça fait partie des activités. C'est pas simple quand il faut se déplacer des matchs à l'extérieur, c'est pas simple. C'est ça exactement. Voilà la réalité des îles. Quand on joue au foot sur une île, le dimanche matin, il y a des matchs à l'extérieur, forcément. Donc il faut prendre le bateau à 7h du matin, aller jouer le match qui se trouve parfois à 30 ou 40 km de la gare maritime, et puis revenir avec le dernier bateau, souvent à 20h. Donc du coup, pour un match, on passe une journée en déplacement. Donc voilà, mais effectivement, la revue, elle raconte ce quotidien des insulaires, pas uniquement l'été, parce que souvent, on a l'impression que la vie sur les îles se concentre essentiellement juillet-août. Or, il y a une vie qui est très très riche toute l'année, et donc cette revue elle est vraiment issue du festival. C'est dans cet esprit là où on met avant tout les insulaires en avant. Nous, ce qui nous intéresse, c'est cette vie quotidienne des insulaires. Il y a très peu de photos de paysages avec des beaux couchers de soleil, même s'il y a des très beaux paysages sur les îles. C'est vrai. La preuve derrière nous. Voilà, je le disais, on ne pourra pas évoquer tous les thèmes. Non. On parle également de vendanges. C'est assez rare sur les îles bretonnes. La première vendange, je crois d'ailleurs, sur l'île d'Aix. C'est sur l'île d'Aix, voilà. Je pense que ça fait partie des vendanges les plus rapides au monde, puisque ça dure une demi-journée en gros. Mais voilà, il y a du vin aussi sur les îles. Voilà, une très belle revue qu'on vous conseille de lire. Voilà, c'est le 3e numéro qui vient de sortir, Jean-Benoît. Il y a également un très beau reportage sur les curés des îles du Ponant, qui se baladent un petit peu partout sur les îles. Là aussi, c'est pas simple, entre Molène et Ouessant. Merci beaucoup, Jean-Benoît. Merci à vous. Et très bon festival à vous. Merci. Très bon festival. On le disait, Laurence, il y a de la musique Oui, aussi. il y a de la musique et pas n'importe laquelle. Ouais. Et on est ravis, vraiment ravis d'accueillir Clarisse Lavanant et Dan Arbraz à l'occasion de la sortie
sortie d'un coffret dédié à Jean-Michel Karadec, 5 CD dans ce coffret. Et Est-ce qu'ils vont nous interpréter Il qui est une chanson de Jean-Michel Karadec, le tube de Jean-Michel Karadec, c'est Il. Et nous font le grand plaisir, juste avant qu'on les retrouve, de nous interpréter ce morceau. Dan Et on Arbraz. va d'abord passer un petit coucou à Madeleine Karadec et à sa maman Patricia dans le pays de Brignogan, parce que je sais qu'elle nous regarde, on les a reçus en début de semaine dans la matinale. Alors voilà, un petit coucou à elle. Clarisse Lavanant, Dan Arbraz, Il. Il, tu es né de la pluie, de ma folie, assailli par les vagues. Oh, il, tu surgis de l'oubli, ton paysage naît dans les nuages. Oh, il, fille de l'infini, narguant la mer, narguant le ciel, l'étoile. Oh, il, je t'appelle à la vie et dans la mort comme une pyramide. Oh, il, avec tes vols d'oiseaux, tes chants d'oiseaux, et moi qui suis en cage. Oh, il, où dansent mes enfants, petits et grands, en sortant de ma tête. Il, je sais qu'un jour je partirai, m'endormirai pour mon dernier voyage sur l'île, fille de l'infini, narguant la mer, narguant le ciel, l'étoile. Oh, il. Ah, j'en ai des frissons. Qu'est-ce que c'était beau. Merci beaucoup Clarisse, merci Dan Arbraz. Clarisse, avant de parler du morceau, un petit mot sur Jean-Michel Karadec quand même. Voilà. Michel Karadec, j'ai envie de dire, c'est la luminosité de l'enfance, une espèce de nostalgie qui rend pas triste, quoi, qui rend bien. Ouais. Pourquoi le choix de ce morceau? Alors on va raconter un petit peu l'histoire. En fait, c'est parti d'une compilation d'artistes qui reprennent des titres. Et toi, tu as choisi justement d'interpréter cette chanson de Jean-Michel Karadec. Pourquoi? Voilà, parce que c'était un album dédié à la Bretagne dans toutes ses facettes musicales. Et c'est vrai que pour moi, Karadec, c'est un petit peu une base, une source, un des premiers que j'ai eu envie de chanter. Et en tant que morlaisienne en plus. Oui. Oui. D'ailleurs, on va parler d'une île qui n'est pas très loin de chez toi. Un petit mot sur Dan Arbraz également. Bonjour Dan. Bonjour. Comment est-ce que tu as orchestré cette chanson? T'es parti de quoi? C'était quelque chose dans l'idée de très aérien. Moi, c'est un petit peu mon marque de fabrique un peu. J'aime bien, je suis un peu le modestement The Edge breton. J'adore les délais et j'aime bien donner de l'espace parce que les délais avec un Y, hein, pas les délais avec un S. Parce qu'on n'a que ça ici, on n'a que de l'espace partout. Où on regarde en Bretagne, il y a toujours un espace et je pense que c'est de là que vient cette envie de me confronter à cet horizon en permanence, d'aller voir ailleurs, une île. Donc j'essaye de voyager comme je peux avec les sons de guitare. J'essaye de faire oublier la guitare et que le son prenne le dessus. Il n'y a rien de technique. La voix. Oui, je parlais juste de la guitare. Quoi. Au niveau des arrangements, j'essaye de couvrir, de respecter la voix, de la souligner sans jamais prendre sa place. On est sur une île. Est-ce que les îles t'inspirent, Dan? Évidemment, bien sûr. Oui, puis j'ai beaucoup d'albums. Il y a un album qui s'appelle Les îles de la mémoire. C'est toujours très particulier quand on vient sur une île, quoi, qu'on aille loin ou qu'elle soit proche, parce qu'on est quand même proche de la Terre, ce qui fait qu'on peut, si besoin est, se rapprocher du continent. Quoi. Mais évidemment, c'est le rêve de tout le monde. Après, il faut y vivre, il faut choisir d'y vivre et il faut s'adapter. C'est peut-être pas aussi évident que ça, je pense. Et on va avoir l'occasion de parler. Un petit mot pour terminer, Clarisse, sur ton île, à toi aussi, qui est pas très loin de Morlaix, à
laquelle tu es attaché, c'est l'île de Bas? C'est l'île de Bas, oui. Ouais. Alors j'y suis allée plusieurs fois. Et puis même quand on n'y va pas, par exemple quand on est à Roscoff, on la voit, elle est vraiment pas loin. Et effectivement, on voyage. Même quand on n'y est pas, elle nous fait rêver parce qu'on la voit. Ouais, c'est ça qui est bien, c'est ça qui est beau. Et Mais ça nous fait rêver. Et c'est un vous aussi, privilège. vous nous faites rêver. Merci beaucoup. On aura grand plaisir à vous retrouver un petit peu plus tard parce que ce n'est pas le seul morceau que vous allez nous interpréter. Vous allez nous en interpréter un autre dans quelques instants. À tout à l'heure. À tout à l'heure. France Bleu et France 3 Bretagne, en direct du festival Les Insulaires. Merci infiniment pour ce magnifique live et on les retrouvera donc dans quelques instants. Molène et Ouessant, c'est 11 km de distance, sauf quand l'amour s'en mêle. Eh bien, c'est le cas de Daniel Masson et de sa femme Christine. Ça prévient pas hein, quand l'amour vous tombe dessus. Vous vous êtes mariés il y a 1 an. Vous êtes ouessantine, Christine. Est-ce que vous êtes devenue molénaise finalement ou pas? Pas tout à fait. En fait, je reste ouessantine. Je vis à Molène, certes, mais à Molène, on me dit que je suis ouessantine et à Molène, à Ouessant, on dit que je suis molénaise. Donc, d'ailleurs, ils ont des badges. Je remarque que monsieur à Molène, mais madame à Ouessant et Molène. C'est normal. Il y a une compétition. Non, c'est une question d'identité propre à chaque île. Même si les îles ont quelque chose de commun, elles ont quand même leur identité propre. Ah ben justement, alors ça c'est un sujet qu'on va évoquer tout de suite. On va revenir pour l'instant sur ce joli moment de vos noces insulaires, parce que c'est comme ça qu'on les a appelées, c'est un très joli nom. Voici un extrait du magazine Littoral réalisé par Alexandre de Seguin, reportage. Je suis chez moi et je regarde vers Molène. Quand je pars d'ici, moi je dis que je pars. Daniel dit qu'il rentre chez lui. Quand on va à Ouessant, effectivement, je rentre chez moi. Lui, il dit je pars à Ouessant. On n'a pas le même langage. Il y a l'île d'Ouessant tout au fond, l'île de ma chérie. Voilà. On a commencé à fréquenter Ouessant, on avait déjà 18-20 ans. Quoi. Ouais. On ne regardait pas trop vers là-bas, on fréquentait les petites îles à côté, là, mais Ouessant, c'était la grande île, quoi. Pas inaccessible, mais presque. Quoi. Des siècles à se regarder dans les yeux sans oser s'aborder. Ouessant et Molène, 2 îles au bout de la Bretagne. En ce jour d'été, dans les rues de Ouessant, la plus grande des 2 îles, on oublie la rivalité séculaire pour célébrer le mariage de Christine la Ouessantine et de Daniel le Molénais. Dans cette mairie pour un mariage un petit peu particulier quand même. Dans ma vie de mère, c'est vrai que j'en ai fait quand même pas mal de mariages de toutes sortes. Et voici que maintenant, je dois faire un mariage mixte. Le maire de Molène est avec une Ouessantine. Par contre, il y a une question rituelle qu'on pose à l'Assemblée. Quelqu'un a-t-il de bonnes raisons de s'opposer à ce mariage? Oui, vous n'osez pas, bien sûr. Au nom de la loi, nous vous déclarons unis par le mariage. Vous avez découvert qu'il y avait eu pas mal de mariages finalement ouessantin-molénais. Oui, effectivement, à l'occasion en fait, de notre mariage, un Molénais a répertorié depuis 80-90 ans tous les mariages mixtes qui avaient eu lieu, mixtes entre Molène et Ouessant. Donc la mixité peut être de n'importe quelle sorte, entre autres insulaires. Et il y a une bonne trentaine de mariages, quelques divorces aussi, mais surtout 32 mariages entre Molène et Ouessant. Et des naissances? Alors oui, probablement. Ouais. Je n'ai pas le nombre, mais pour l'instant, probablement. on n'a pas le nombre exact, Voilà. ouais. On l'espère. Daniel, au-delà de l'histoire d'amour, le rapprochement entre Ouessant et Molène, c'était devenu une nécessité, une solidarité finalement évidente, naturelle. Oui, bien sûr. Alors, il y a toujours eu cette rivalité, on va dire, folklorique entre Molène et Ouessant. C'est quand on a les petits clochers d'une petite commune sur le continent. Mais on s'entend très très bien. Et puis depuis quelques années, on va dire une dizaine d'années, on s'est rapprochés les uns des autres. Comme disait tout à l'heure Jean-Benoît, ensemble on est plus forts. Et nous, notre mer d'Iroise, on est les îles qui sont très proches. On s'est dit, bon, c'est un peu trop bête d'aller chacun de son côté. Unissons nos forces, on va dire, et pour avoir plus d'impact lors de demandes légitimes que l'on a auprès des gouvernances différentes. Ouais. Donc, parce que vous avez des problématiques communes. Alors quelles sont-elles justement ces problématiques communes? Elles sont nombreuses. Il y a des sujets peut-être qui ressortent plus particulièrement. On en a déjà évoqué quelques-uns avec Jean-Benoît. Oui, notamment le transport maritime, qui est très important. Essentiel. Et oui, c'est le fil, c'est le cordon. C'est le cordon pour le lien entre les îles.
En plus, nous, le bateau, il passe d'abord à Molène, puis à Ouessant. Ah, et jalousie. non, C'est géographiquement, pas toujours c'est comme simple ça. pour arriver à Molène, l'ordre parce qu'on ne peut de- pas toujours accoster à Molène. Oui, il y a ça aussi. Donc Oui, on en se bat plus. là-dessus. C'est vraiment un challenge qu'on a. On a eu quelques avancées, avec des tarifs insulaires pour les gens qui habitent tout le temps à l'année. C'est un tarif qui, à chaque fois, est remis en cause par les différentes instances, ou les différents partenaires des compagnies maritimes qui sont en DSP. Donc on est vigilant et pour ça il faut s'unir, quoi. Alors il y a un autre sujet vraiment très important, c'est la scolarité des enfants. Est-ce que c'est un enjeu majeur pour l'avenir finalement de cette vie insulaire? C'est un enjeu primordial. Hein. On sait que si vous ne pouvez pas faire venir des gens, et des jeunes, des couples avec des enfants s'il n'y a pas d'école, ça c'est clair. Hein. Ça fait partie du triangle. Hein. Il y a le logement, l'école et la santé. S'il n'y a pas ça. Donc on a la chance d'avoir encore des écoles, une école primaire. Pour Molène, ils sont 6 à l'école primaire. Il y a un collège des Igiponants, un collège itinérant. Ça, c'est une chose qui marche très bien. C'est-à-dire que ce sont les professeurs qui se déplacent, non pas les élèves. Donc ça, il faut quand même avoir une idée un jour de faire déplacer les professeurs pour 1 voire 2 élèves dans les îles. Hein. Parallèlement à ça, il y a quand même de la visioconférence pour les élèves. Donc c'est vrai que c'est très important pour nous d'avoir des écoles qui marchent. Et autre sujet, mais ça mériterait une autre émission, Laurence, c'est l'énergie aussi, être indépendant énergétiquement. Et il y a plein d'initiatives de ce côté-là en termes d'hydrolien, de panneaux solaires sur différentes îles. Merci beaucoup d'être venu. Merci à tous les deux. On retrouve tout de suite Christine et Lucien Gouron pour la suite du conte. Bien sûr, et on est toujours en direct à la fois sur France 3 Bretagne et France Bleu. Et notre fil conducteur, c'est le parcours Deuil de mer que Lucien Gouron, conteur groisillon d'origine, mais ayant beaucoup voyagé, comme tous les Iliens, souvent d'ailleurs, nous fait découvrir un personnage qui observait la mer sans qu'on sache vraiment s'il y avait quelque chose à comprendre. Alors Lucien, que fallait-il comprendre derrière l'observation de ce personnage entêté face au paysage maritime? Oui, personne ne comprenait rien parce qu'on disait même qu'il était un peu dérangé. Mais on le respectait quand même parce que cet homme-là, à force de regarder la mer, il avait fini par savoir le temps qu'il allait faire mieux que tous les appareils météorologiques du monde. C'est un savoir important en Bretagne, même si l'on sait ici qu'il pleut contre 2 averses. Mais c'est vrai, mais quand même, c'était important. Quand on le voyait, par exemple, debout sur la falaise, les bras croisés comme ça, eh ben, les bateaux pouvaient sortir, même si la mer était agitée, parce que dans l'heure qui la suivent, elle allait devenir calme plat. Si par contre on le voyait faire ce qu'on fait quand on veut pousser un troupeau de poules devant soi en sifflotant, et bien là, même si la mer était calme, il ne fallait pas sortir parce qu'elle allait être barattée par les fourches de tous les diables de l'enfer. Alors à cause de ça, on le respectait. Voilà. Mais après la barrique de Rome, il a fait quand même une autre découverte assez extraordinaire à Deuil de mer. Une nuit où il y a une tempête terrible, un ouragan. On entend les vagues qui viennent se fracasser sur les côtes de l'île. Les galets chantent l'office des morts. Lui, il écoute ça. Et puis tout à coup, il n'entend plus rien. Juste son souffle entre les dents. Alors il se lève et il descend sur le rivage pour voir ce qui se passe. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Juste au bord de l'eau, un cercueil. Un cercueil en chêne, massif, avec son couvercle posé à côté. La vieille Lucie, qu'il n'aimait pas, une espèce de vieille garce, qui, quand le dimanche matin, elle écoutait à la messe l'office, elle coupait même le poste au moment de la quête, pour vous dire. Hein. Elle avait été dire que, soi-disant, il y aurait eu 4 cierges allumées aux 4 coins du cercueil. C'est pas vrai! Deuil de mer, il a dit juste un cercueil posé comme ça avec son couvercle. D'ailleurs, il a pris le cercueil, il a monté jusque dans la cour de sa cabane, il est parti se mettre au lit pour essayer de réfléchir pour savoir d'où venait ce cercueil. Et il a dormi la nuit durant, en laissant le cercueil sans jamais se lever de la nuit? Non, il a attendu.
toute la nuit. Alors, qu'allait-il faire de ce cercueil le lendemain? La suite, toujours en direct dans cette émission sur France Bleu et France 3 avec Lucien Gouron. Ah, c'est terrible, c'est terrible. Ils nous font languir. Ça, c'est du teasing, Christine Zazial. Ouais. On a hâte de vous retrouver tout à l'heure un petit peu plus tard. Retour en musique, Laurence. D'autres qu'on a hâte de retrouver, c'est Clarisse et Dan Arbraz. Voilà, avec un autre morceau qui s'appelle C'était toi. Juste un petit mot avant sur ce morceau, un petit mot de présentation avant de vous entendre. Clarisse, C'était toi. C'est un morceau qui fait partie de notre album qui s'appelle Harmonie, qui est sorti l'année dernière. Et c'est une musique en fait qui existait déjà et que j'ai entendue pour la première fois sur France Bleu Brésil. Je ne savais pas que c'était Dan. Et je l'ai trouvé tellement magnifique que j'ai eu envie d'écrire un texte tout de suite. Et puis je crois que ce morceau ne devait pas être dans l'album parce qu'il était censé être fini. Mais voilà, j'ai réussi à le... mettre. D'accord. À mettre des mots dessus. J'ai réussi à faire qu'elle soit dans le disque. Ouais, on l'écoute. C'était toi, Clarisse Lavanon, Dan Arbraz, en direct. Parce que c'était toi, la ligne du chemin dans ma main. Et parce qu'avant toi, je n'attendais rien. Et même si les mots ne disent jamais si bien tous ces liens qui unissent mon cœur à jamais au tien. C'était toi, mon destin, comme l'étoile du matin. C'était toi, mon incertain, comme l'espoir qui revient. Et même si l'amour dure le temps plus ou moins d'un refrain, toi tu resteras mon histoire sans fin. Et même si un jour tout s'arrête, si demain tout s'éteint, tu seras toujours ma lumière au loin. C'était toi, mon destin, comme le phare des marins. C'était toi, au jour qui vient, mon espoir incertain. C'était toi, mon destin, comme l'étoile du matin. C'était toi, au jour qui vient, mon espoir incertain. Merci beaucoup, Dan Arbraz, Clarisse Lavanon. Beaucoup de frissons, encore une fois, c'était eux, donc voilà, on les retrouvera tout à l'heure pour notre plus grand plaisir à tous. Dites donc, on a perdu Jérôme, regardez-moi ça, dès qu'il y a la mer pas loin, et forcément, on ne le tient plus. Vous êtes où, Jérôme? Écoutez, je ne suis pas très très loin de vous, mais je suis effectivement dans Portudie, dans ce port de l'île de Groix, avec Alex de Roquefeuille. On va parler Godille. Bonjour, Alex. Bonjour, salut Jérôme. Alors, on va déjà commencer, pour les gens qui ne connaissent pas, par parler de la Godille, un petit peu d'histoire. Ça remonte à quand? C'est quoi la Godille? La Godille, c'est une pratique internationale, mondiale, qu'ont adopté tous les gens qui avaient peu de moyens pour se déplacer sur l'eau. Donc c'est le moyen le plus simple, puisqu'il y a un seul
morceau de bois plutôt plat au bout, qu'il suffit de remuer dans l'eau d'une certaine façon pour propulser un bateau. Ouais, enfin ça suffit, comme ça en remuant, je suis pas sûr. D'ailleurs on va peut-être faire une démonstration tout à l'heure, je suis pas sûr que ce soit aussi simple. Mais bon, mais voilà, l'idée au départ c'est qu'il n'y avait pas de moteur, c'était la voile et puis la force des bras, quoi. La voile, les avirons de nage, la rame comme pour les Doris, et la godille particulièrement pratique dans les ports puisqu'on ne pouvait pas sortir les avirons sur le côté sans cogner dans les autres bateaux. Et donc c'est un très bon moyen de propulsion, ça a équipé jusqu'à des bateaux qui faisaient plusieurs dizaines de tonnes. Les gabarres dans les calmes se déplaçaient parfois à la godille. Et c'est tombé en désuétude parce que le moteur est arrivé, que c'est quand même plus simple de se faire propulser par un truc qui fait du bruit, puis qu'on a cette tendance à aller vers la facilité, quoi. Et donc grâce au championnat du monde de godille qui a été créé à Groix ici en 2011, l'idée a germé petit à petit d'inventer des bateaux qui étaient ludiques, qui étaient faciles et qui n'étaient pas teintés de ce côté un peu péjoratif de difficulté, de pauvreté, de petits moyens qui étaient associés à la godille. Et donc on a inventé successivement, c'est la 3e génération de bateaux, des bateaux de plus en plus faciles, de plus en plus légers, de plus en plus marrants. Et donc celui-là a été fait dans le cadre d'un projet qui s'appelle... C'est toi qui l'as fait d'ailleurs, hein. Ouais, je l'ai conçu, ouais, c'est un peu mon métier. Hein. Oui, mais quand même. Bon. Oui, quand même. Je l'ai conçu avec plein de bénévoles de Groix qui sont venus donner un coup de main parce que l'idée de construire un bateau innovant plaisait beaucoup, quoi. Ce qui est sympa, c'est d'être dans l'innovation, c'est de s'affranchir de tout ce que la culture nous a... Non, d'utiliser ce que la culture nous a apporté, mais de s'affranchir des clichés, des convenances et puis d'essayer de chercher autre chose. Oui, c'est ça, que la godille souffre un petit peu de désuétude et l'idée c'était, d'ailleurs on va parler de ce projet, la godille du futur, de le relancer et puis d'innover aussi en termes de godille. Tout à fait, on est à l'époque où le moteur prend un coup de vieux parce que c'est plus à la mode de faire du bruit et de la fumée. Et pour remplacer ça par autre chose, il ne faut pas que ce soit dans la peine, il faut que ce soit dans le bonheur, dans le plaisir, dans la convivialité. Donc là on a un bateau familial qui répond à un cahier des charges, transporter papa, maman, 2 enfants ou 4 copains. Il est prévu pour 4 personnes, on peut mettre un filet, des casiers et surtout on avait imposé dans le cahier des charges qui dépasse les 5 nœuds. Et on a aujourd'hui un bateau ici qui marche à 5 nœuds 5 à la godille, avec le champion du monde. Moi, j'y arrive pas tout à fait. Mais quand même, on a atteint des performances remarquables et on travaille vraiment beaucoup pour ça, sur le bateau, sur les avirons. Je ne sais pas s'il y a de l'image, mais ça, c'est ma dernière création. Et donc, on voit bien que la technologie a fait son entrée dans le monde de la godille. On a du carbone, on a du bois. Alors, le bois, c'est facile à travailler. On moule ça et puis ça a une flexion de résistance intéressante. Puis, on rajoute des composites aux extrémités pour travailler sur l'écoulement des fluides. En fait, j'ai beaucoup travaillé sur l'aérodynamique, forcément, sur l'hydrodynamique. Et on arrive maintenant à des avirons qui permettent d'aller vite sans se fatiguer. Donc, on a un bateau Ça, c'est bien. On a un bateau de promenade. On peut faire 1 heure de godille sans être exténué. Et puis en plus on rentre, on est beau, on sent bon, on sent un peu la sueur, mais ça plaît. Mais ça fait faire du sport. D'ailleurs, on va faire une petite démonstration. J'en profite pour dire que tout à l'heure, le maire de Molène nous disait moi j'ai commencé à godiller avant d'apprendre à faire du vélo. De toute façon, il n'y avait pas de vélo sur l'île. Ben voilà. Donc voilà, c'est ça. Bon, alors petite démonstration. Alors, je suis pas sûr que moi je vais essayer, Laurence, de monter, mais en tout cas, Alex va nous faire une petite démonstration. Alors, il me disait en fait souvent quand on parle de la godille, on dit il faut faire un 8. Non, c'est pas forcément. C'était vrai avant. C'était vrai avant, c'est-à-dire pourquoi ? C'est-à-dire que tant qu'on n'avançait pas trop vite, on avait le temps de faire un 8. Ouais. Maintenant qu'on va plus vite, parce que très vite ce bateau-là marche à 3 nœuds et demi, il faut être dans l'écoulement de l'eau qui coule sous le bateau. Il faut que la pelle se déplace plus vite que le bateau, sinon elle sort de l'eau. Et donc on n'a pas le temps de faire un 8, on va droit d'un bord à l'autre en contrôlant l'angle de la pelle dans l'eau. Démonstration. Allez, c'est aussi simple que ça. Vous voyez, ça a l'air simple, finalement. Moi, je peux vous dire que hier, j'ai testé parce que je suis allé à bord avec Alex pour faire un petit essai. C'était pas très convaincant quand même. J'avançais pas très vite. Donc voilà. Alors, explique-nous, Alex. Alors donc, je présente la pelle toujours la même face vers le ciel. Voilà. Je lance mon mouvement d'un côté avec une certaine incidence, un angle. J'inverse la pelle et avec la même incidence, je vais chercher l'autre côté. Et en répétant ça sans faire le moindre effort, là, je ne force pas du tout. Le mouvement de la pelle dans l'eau, qui est un profil hydrodynamique, propulse le bateau. Voilà, ça a l'air simple. Voilà. Et puis allez, vas-y, je t'en prie. Okay. Tu as fait ça très bien hier. Voilà, c'est pas mal. Je suis au taquet, Laurence. Je reviens dans 10 minutes. On va à Molène. On va à Molène, on revient. Voilà, retour en plateau avec vous, Laurence. À tout à l'heure. Venez nous rejoindre parce qu'on va parler de gastronomie, de cuisine. Alors traînez pas. Voilà, allez. Avec France 3 Bretagne et France Bleu, embarquez au Festival des Insulaires. Nous poursuivons notre petit tour des îles, direction Belle-Île cette fois, en compagnie de Franck Moisan. Bonjour. Bonjour.
Vous êtes le chef du restaurant gastronomique Le 180 degrés qui surplombe la baie de Goulfard, située à 8 km du Palais à Belle-Île. C'est le restaurant de l'hôtel Le Castel Clara, donc à Belle-Île. Vous êtes originaire de Picardie. Alors pourquoi vous vous êtes installé avec votre femme il y a 8 ans sur Belle-Île? Est-ce que vous connaissiez un peu les problématiques du Nil? Ou alors c'était juste un coup de cœur et comme ça une envie Un coup de cœur sur la première visite et un choix payant dans la mesure où on est très heureux et épanoui sur Belle-Île. Vous ne repartiriez pour rien au monde, c'est ça? J'aimerais y rester, tout à fait, oui. Vous connaissiez les problématiques d'approvisionnement en milieu rural, parce que vous aviez travaillé en relais et château, etc. Donc ça vous a pas fait peur finalement? Non, une question d'organisation, d'anticipation sur les mois un petit peu tempétueux, une analyse de la météo marine, et après ça se fait naturellement. Alors il y a quand même évidemment, on parle des inconvénients, mais il y a aussi énormément d'avantages bien sûr à vivre sur une île et à travailler sur une île. Qu'est-ce qui est formidable pour un cuisinier quand on vit sur une île? Je pense que les produits sont magiques. Là on va démarrer la campagne de la Saint-Jacques d'ici quelques semaines. Le gisement est juste en face de Belle-Île. Vous avez tout à portée de main en fait, c'est formidable. Quand elles arrivent au port, elles sont sorties de l'eau de quelques minutes. Donc là c'est vraiment un privilège d'avoir ce genre de produit à travailler pour un cuisinier. Il y a des valeurs qui vous sont très chères. C'est tout ce qui est évidemment le respect des saisons, les circuits courts. Ça, c'est un combat pour vous au quotidien finalement. Bien sûr, les relais châteaux ont signé un manifeste pour la préservation des espèces, les circuits courts, etc., notamment la pêche. Et la pêche, de plus en plus de professionnels participent à la ressource pérenne avec le repos biologique, donc éviter de pêcher des espèces comme le bar pendant les mois de janvier, février, mars. En ce moment, oui. Voilà, c'est très important et nous professionnels et même le pêcheur commencent à aller sur le bon chemin. Vous avez un marailleur attitré d'ailleurs qui a une très jolie expression, c'est nos yeux sont criés. C'est ça, Monsieur Galen. Monsieur Galen donc il gère nos achats toutes les nuits. Et donc, il nous achète les meilleurs produits sur les criées bretonnes. Voilà. C'est beau ça. Alors, vous avez également un attachement à la méthode de pêche Ikejime. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est. L'Ikejimes démocratis, c'est une méthode d'abattage japonaise. Donc c'est une mise à mort cérébrale dans un premier temps. Du poisson, avec, tout à fait. Ne souffre pas. Il ne souffre pas. Une pique, c'est ça? Une petite pique. Oui, on insère un pic dans le cerveau, donc la mort est instantanée sans douleur. Et après, un fil de fer le long de la colonne vertébrale, puis un saignement. Donc les chairs sont préservées, exsangues, et d'une qualité rare. Voilà. Et ça permet aussi de maturer le poisson, un petit peu comme la viande. On fait rassir une viande, on peut maturer un poisson désormais avec ces techniques. Mais c'est long quand même comme technique. Oui. Non ? Non, c'est instantané. Après, par contre, pour le professionnel de la mer... Pour le traiter derrière, ça me Voilà, par contre, ça valorise sa pêche. Ouais. Et il peut vendre son poisson également plus cher. Voilà, donc l'un dans l'autre, tout le monde s'y retrouve. Il y a quoi à manger chez vous ce midi? Justement. Je suis gourmand. Là, j'ai mes secondes cuisines qui sont en train de faire le poisson. On a les poissons, ce qu'on va appeler nobles. Ce matin, ça sera bar, Saint-Pierre, barbu. Et également des poissons plus accessibles, mais d'une grande fraîcheur. Hier, on servait du maquereau et même du carlet. Voilà. Ah ouais, bah comme quoi. Et vous avez on passe vers quelle heure? On va arriver. Et vous avez un menu tout homard. Pas jusqu'au dessert quand même. Je vais prendre ça moi. Je vais prendre le menu tout homard. On s'arrête au fromage et après les desserts. C'est un produit qui est emblématique de Belle-Île, le homard bleu. Donc il est décliné en 5 services plus 2 desserts. Et en général, c'est un menu qui fait plaisir aux gourmands. Et vous mettez en valeur bien sûr le terroir bellilois. Vous avez un agneau également que vous mettez en avant. L'agneau de Belle-Île est vraiment, est vraiment superbe. Il n'a pas d'appellation. Il frôlerait un pré-salé vu les embruns sur les pâtures. Et vraiment, c'est un produit magnifique. Merci. Merci beaucoup, Franck. C'est l'heure d'un petit jingle. Merci à vous. Maintenant. Oui. Avec également de la musique. Alors, un clip. Oui, un clip. Alors, un clip qu'on va vous présenter, mais il y a de la musique ici pendant 3 jours, Laurence. Alors, les 2 têtes d'affiche, on va dire, ce sont Winston McAnuff et Fixie, un chanteur d'origine jamaïcaine. Et puis Miosek, qu'on connaît bien ici, et l'actualité. Et c'est quand même fou. Il y a un album qui sort aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Ça s'appelle Les Rescapés, un album qui sort après 2 ans du précédent album qui s'appelait Mammifère. Et on vous propose de découvrir en exclusivité, justement, le premier single extrait de cet album. Ça s'appelle Nous sommes. Miosek.
n'a plus le temps de regarder comme ça le niveau de l'eau monter. On n'a plus le temps car on est déjà tout éclat emboussé. On n'a plus le temps d'attendre que l'orage soit passé. On n'a plus le temps même si sous la pluie on sait danser. Nous sommes les survivants, nous sommes les rescapés. Nous sommes de ceux qui ne sont pas passés de loin à côté. Nous sommes les survivants, nous sommes les rescapés. Nous sommes de ceux qui l'ont un jour effleuré. On n'a plus le temps, on n'a plus le temps, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps car ce n'est plus possible de freiner. On n'a plus le temps car c'est comme si les jeux étaient déjà faits. On n'a plus le temps mais on fait comme si de rien n'était. On n'a plus le temps même si sous la pluie on sait danser. Nous sommes les survivants, nous sommes les rescapés. Nous sommes de ceux qui ne sont pas passés de loin à côté. Nous sommes les survivants, nous sommes les rescapés. Nous sommes de ceux qui l'ont un jour effleuré. On n'a plus le temps, 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 on n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Nous sommes Nous mis au sommes sec. sous le soleil de l'île de Groix. En concert, toujours. ça sera demain Oui. samedi. Alors soyons précis parce qu'ils sont précis les organisateurs. Ah oui. Au niveau des horaires, ce sera à 21h02. Voilà. Oh, ça rigole pour ceux pas. qui arriveraient en retard. Voilà, tout nouvel album qui sort aujourd'hui intitulé Les Rescapés. Et nous accueillons avec grand plaisir deux membres de la digne délégation de Belle-Île, c'est Sylvie et Ita. Bonjour à vous deux, merci de nous rejoindre. Et c'est vrai que les délégations, j'ai l'impression que tous les ans, puisque c'est la 7e édition et que tous les ans ça circule, l'année dernière c'était à l'île de Bas, cette année donc à Groix, j'ai l'impression que les délégations grossissent au fur et à mesure. Vous êtes de plus en plus nombreux. Vous êtes combien pour la délégation de Belle-Île? Nous sommes toujours une équipe de 5 bénévoles issus des 4 coins de Belle-Île. On se retrouve avec grand plaisir pendant un mois pour préparer notre présence. Un mois de préparation avant d'arriver. À peu près, oui. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que vous préparez? On a cette chance à Belle-Île d'être nombreux, d'avoir plusieurs aspects à présenter. Et chaque année, on essaie de mettre un petit clin d'œil et de mettre en valeur d'autres personnes. Alors, est-ce qu'il y a une thématique qui ressort cette année? Cette année, nous avons voulu présenter Belle-Île en mer côté terre. Ah, c'est original ça. C'est original. ouais. Côté terre, 32 exploitations agricoles, beaucoup de créations chaque année. Une jeune femme a créé une association pour utiliser les invendus de fruits. Donc nous avons le grand plaisir de présenter ces confitures. Nous présentons des céramistes, puisqu'ils travaillent la terre, et souvent des gens qui sont un peu dans l'ombre. Les nouveaux livres qui ont été écrits pendant 1 an et demi, et surtout notre bonne humeur et notre grand plaisir de retrouver nos amis. Parce que maintenant, on peut dire qu'on est tombé en amitié d'un stand à l'autre, au point que le vendredi soir, depuis 3 ans, chacun amène sa spécialité et nous faisons un grand apéritif gratuit, ouvert à tous. Alors vous emmenez quoi, vous, comme spécialité? Nous, côté terre, nous emmenons nos pâtés bretons, faits comme vos grands-parents les faisaient dans toutes les îles, avec une petite chose un peu belle-îloise. On va gentiment acheter du vin ici parce qu'à Belle-Île, nous n'avons pas de vigne. Pas encore, Chacun pas ses encore, forces. ça va arriver. Et voilà, et c'est très très agréable. Cette rencontre est avant tout un grand privilège de partager notre insularité. Et les continentaux sont les bienvenus, on les accueille. Et cette année, notre petit clin d'œil a été de dire, rappelez-vous messieurs, dames, avant 1740, la pomme de terre est arrivée sur Belle-Île
dans les bagages des Anglais et des Irlandais. Nous les avons mangés avant que les Acadiens nous l'apportent et bien avant que M. Parmentier en fasse un champ protégé par la police. Donc nous avons fait des t-shirts en disant, avec un peu d'humour... J'ai la patate à Belle-Île. J'ai la patate à Belle-Île. Exactement. Voilà. Donc si vous voulez soutenir l'association qui nous permet de vous offrir l'apéritif et autres, nous vendons modestement nos t-shirts en coton bio, pas fabriqués à Belle-Île, mais fabriqués en Europe. Voilà. Un petit mot, Aïta, oui. Quelle fierté vous avez à être là, dites-nous. Déjà fière d'être une vraie Belle-Îloise, donc depuis plus de 25 ans. Et puis surtout, fière de voir, il y a à peu près plus de 500 Belle-Îlois qui seront là ce week-end, divers. Il y a des jeunes qui vont faire la musique. Voilà, donc fière de se retrouver tous et de rencontrer nos amis des autres îles. Donc tout va bien à Belle-Île, voilà. Nous, on porte un message positif, on est tous là pour faire la fête et on aime tout le monde et tout va bien. Ah, c'est beau, j'aime bien ce message message-là. positif, ça nous plaît. Voilà. Et on va juste préciser, c'est important quand même, que Belle-Île est la plus grande des îles du pôle Nord. Oui, c'est vrai. Voilà. Merci beaucoup d'être venus avec nous. Merci à toutes les deux. Merci à vous de nous avoir accueillis. Merci. Le Festival des Insulaires, un événement France Bleu, France 3. Et tandem, quel tandem, Laurence Postic et Jérôme Le Breton. Ah. Alors c'est évidemment un autre tandem que je forme avec le conteur groisillon Lucien Gouron, mais c'est lui évidemment qui va dénouer cette histoire avec Œil de Mer, sa découverte de cercueil sur la plage qu'il a emporté chez lui. Et après la nuit, Lucien, on veut savoir qu'est-ce qu'il a bien pu faire de ce drôle d'objet. Enfin, je ne sais pas s'il a dormi ou pas, mais le matin, il s'est levé et puis il est allé à la grève, comme il faisait tous les matins. Et en arrivant au rivage, il a vu dans les vagues en train de jouer. Il a vu, oui. Qui mieux que lui, Œil de Mer, aurait pu voir ce que c'était. Il a vu un noyé qui est en train de flotter dans les vagues. Alors il s'est dit, c'est sûrement le propriétaire du cercueil qui vient rechercher son bien, c'est normal. Alors il a couru jusqu'à sa cabane, il a pris le cercueil, le couvercle, et puis il a attendu que la mère veuille bien déposer le corps noyé. Mais la mère, elle a joué avec le corps, comme elle fait si bien. Une vague a fait semblant de le porter, puis l'a reporté plus loin. Alors il est venu au port, il a dit aux pêcheurs, allez chercher le noyé. Les pêcheurs ont pris leur barque, ils ont fouillé la mer et ils n'ont rien trouvé, quoi. Alors ils sont rentrés en disant, Œil de Mer, il a fini par perdre la tête. À force de regarder la mer, il voit même des choses dans la mer qui n'existent pas, quoi. Et bien cet homme-là, la nuit qui a suivi, il est venu ici à Port-Tudy, il a pris une barque et il est parti tout seul sur la mer à la recherche de son noyé. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là? Je ne pourrais pas vous le dire, personne ne pourra plus jamais nous le dire. Ce qu'on sait, c'est qu'on a retrouvé le lendemain matin la barque vide, errante sur les flots. 3 jours plus tard, c'est souvent le délai que s'accorde l'océan pour rendre ce qu'il a avalé, on a trouvé le pauvre corps noyé d'Œil de Mer sur la grève. Que croyez-vous qu'on en a fait? On l'a mis dans le cercueil. On l'a mis dans le cercueil. Et on est allé porter le cercueil dans la terre chrétienne et bénie du cimetière de la paroisse. Et cette vieille garce de Lucie, qui ne pouvait pas la saquer, elle est partie de village en village. Elle est partie raconter que, soi-disant, Œil de Mer, il avait vu son propre cadavre dériver dans les vagues avant même d'être mort. Bravo! Sacré Lucien Gouron qui compte, je le rappelle, pour ce 7e festival des insulaires pour lequel nous sommes en direct aujourd'hui avec France Bleu et France 3. Alors c'est un peu complet quand même pour demain, mais dimanche matin resterait de la place. Et puis si vous voulez retrouver ces histoires sur les livres qu'a signé Lucien Gouron, vous pourrez le faire parce qu'il vient également les présenter. Il n'est pas le seul auteur d'ailleurs à présenter des livres avec les histoires des îles. Il y a des exposants un petit peu tout autour du bourg vers l'église. Voilà. C'est une des précisions qu'il fallait donner. Merci encore, Lucien. Merci beaucoup, merci Christine à tous les deux. Lucien Gouron, Lulu. Jérôme, c'est déjà la fin de cette émission. La fin de cette émission, presque la fin, parce qu'il reste encore un petit live. Ouais. On va d'abord en profiter pour remercier le Festival des Insulaires de nous avoir accueillis. Merci aux équipes techniques de France 3 et France Bleu. Merci à la compagnie Océane. Et puis, il va y avoir d'autres émissions sur France 3 Bretagne à l'occasion de ces Insulaires. S'installe tout le week-end. Christine, elle a emmené quoi? Mais non, parce que je suis quand même étonnée. Vous êtes en train de dire la conclusion de l'émission. Je vous rappelle qu'il y a des choses incroyables. Alors, la suite du programme sur France 3, il y aura vos émissions habituelles, Littoral, l'heure du débat, et puis tous vos JT en direct de cette île de Groix. Voilà. Alors, pendant que Jérôme est en train de déguster, j'en profite pour vous dire que ça fait seulement 1 an que les fumaisons Groix se sont installées, que vous avez du poulpe fumé, que vous avez du saumon, oui, mais
à Cherbourg, hein, il vient de Cherbourg celui-là. Il y a du mulet qui a été pêché dans ces eaux-là. Donc voilà, un coup de chapeau à Patrick et son équipe avec une terrasse qui donne sur le port. Il y a une 50aine de places et c'est vraiment un truc à pas louper pendant le festival des insulaires. Merci Christine, vous revenez quand vous voulez. Hein. Ah oui, d'accord. Voilà, on a été ravis de vous accompagner en direct de Groix à l'occasion de ce festival des insulaires. On va se quitter en musique avec un dernier morceau. Alors c'est la fin de cette émission, c'est également La fin de la Terre, c'est le nom du morceau qu'on écoute avec Dan Arbraz et Clarisse Lavanant. Bonne journée à toutes et à tous. On va faire un petit tour de Godille. Allez, Laurence, Godille, au programme. Ciao. Salut. Même dans les abîmes, au cœur d'un désert, même si l'homme l'abîme, j'entendrai la mer. Et si je m'absente vers l'imaginaire, si j'ai l'air distante, un peu solitaire, c'est que je viens d'un pays aux larmes de pierre, qu'on appelle aussi la fin de la terre, où chaque légende est une autre vie, autant qu'un mystère, et où j'ai construit mes points de repère. Entre elles et racines, cette île de lumière, c'est nous faire un signe quand plus rien n'éclaire. Seul dans l'océan, il faut bien défaire les contre-courants et les vents contraires. Je viens d'un pays aux larmes de pierre, qu'on appelle aussi la fin de la terre, où chaque légende est une autre vie, autant qu'un mystère, et où j'ai construit mes points de repère. Oh, 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 oh. Je l'ai appris d'une patrie au temps des colères, qu'il n'a pas de prix, le droit d'être fier. Si la parole est amie, le silence est frère, comme les gens d'ici, pudiques mais sincères. Si tu voyais ce pays sans gris ni frontières, qu'on appelle aussi la fin de la terre, tu comprendrais que je suis plus libre que l'air, et que c'est ainsi que j'aimerais te plaire. Je viens d'un pays aux larmes de pierre, qu'on appelle aussi la fin de la terre, où chaque légende est une autre vie, autant qu'un mystère, et j'y ai construit mes points de repère. Oh,